Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Je termine? Je continue? Oui, professeur, continuez. Donc, on a un petit souci de connexion, malheureusement. Donc, je vais faire un peu vite parce qu'on est limité par le facteur temps. Donc, il faut retenir que l'hypertension artérielle n'est pas une cause de la prééclampsie, mais c'est une conséquence de l'ischémie thyroplacentaire. Elle est essentiellement due au placenta. Elle ne survient jamais avant 20 semaines. Généralement, c'est après 20 semaines d'aménorrhée. Et elle est considérée comme une atteinte de l'endothélium vasculaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Donc, rapidement, je passe sur la classification de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse. Donc, il y a deux classifications. La classification des gynécologues américains, la classification des gynécologues américains qui date de 1972, donc qui subdivise l'hypertension artérielle au cours de la grossesse en 4 sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est la prééclampsie. Elle survient chez des femmes jeunes, généralement primipares, sans antécédents particuliers, sans hypertension artérielle, qui développent après 20 semaines d'aménorrhée une hypertension artérielle associée à une protéinurie. Donc, cette hypertension artérielle va disparaître après l'accouchement. Donc, c'est le premier groupe de prééclampsie. Je répète, donc hypertension artérielle plus protéinurie qui surviennent après 20 semaines d'aménorrhée. Le deuxième groupe, c'est des femmes, c'est l'hypertension artérielle chronique. C'est des femmes connues pour hypertension artérielle et la grossesse va aggraver encore cette hypertension artérielle. Ou c'est des femmes qui ne sont pas au courant, ou c'est des femmes où l'hypertension artérielle est méconnaissable et la grossesse va démasquer cette hypertension artérielle. Le troisième groupe, c'est des femmes connues pour hypertension artérielle, mais la grossesse va aggraver encore des choses. Donc, quand la grossesse fait apparaître une protéinurie chez une femme hypertendue, on parle de prééclampsie surajoutée. Quand il y a une majoration des chiffres tensionnels de 30 mm pour la systolique, on parle de prééclampsie surajoutée. Quand il y a une majoration des chiffres tensionnels diastoliques de 15 mm de mercure, on parle de prééclampsie surajoutée. Je vais répéter rapidement. Donc, le premier groupe, c'est le groupe de prééclampsie. Femmes jeunes, sans antécédents particuliers, qui mènent une grossesse normale, mais après 20 semaines d'aménorrhée, on constate une hypertension artérielle associée à une protéinurie. Là, on parle de prééclampsie. Si les chiffres tensionnels vont devenir normaux juste après l'accouchement. Deuxième groupe, c'est des femmes, c'est le groupe des hypertendus chroniques. Ce groupe-là, les femmes vont rester hypertendues même après l'accouchement. Le troisième groupe, c'est des femmes connues pour hypertension artérielle et qui vont développer au cours de la grossesse une protéinurie, majorer la protéinurie. Donc là, on parle de prééclampsie surajoutée. Il y a la deuxième classification, c'est la classification de la Société internationale d'hypertension artérielle qui a été établie en 1988. Donc, elle subdivise l'hypertension artérielle au cours de la grossesse en 4 groupes. Donc, le premier groupe, c'est hypertension artérielle et ou protéinurie gravidique. Donc là, cette classification, elle fait la part des choses entre hypertension artérielle et protéinurie. Donc, toujours
apparition après 20 semaines d'aménorrhée ou durant le travail ou la période puerpérale. Pas d'antécédent d'hypertension artérielle ni protéinurie et disparition dans les 3 mois qui suivent l'accouchement de l'hypertension artérielle et de la protéinurie. Donc, il y a 3 formes, soit une hypertension artérielle gravidique isolée, hypertension artérielle gravidique isolée sans protéinurie, soit une protéinurie gravidique isolée sans hypertension artérielle, soit une HTA protéinurique ou la prééclampsie. Donc, prééclampsie, toxémie gravidique, c'est la même chose. C'est kiff-kiff. Donc, quand il y a une hypertension artérielle associée à une protéinurie, on parle de prééclampsie ou toxémie gravidique. Le deuxième groupe, c'est l'hypertension artérielle et néphropathie chronique. Soit une néphropathie ou une hypertension artérielle permanente, diagnostiquée avant ou pendant la grossesse, et surtout qui persiste après l'accouchement. Pardon, qui persiste après l'accouchement, c'est très important. Donc il y a 3 formes, soit l'hypertension artérielle chronique sans protéinurie, néphropathie chronique associant une hypertension artérielle et une protéinurie, et HTA chronique avec prééclampsie surajoutée. Toujours, quand est-ce qu'on parle de prééclampsie surajoutée? Quand la grossesse fait apparaître une protéinurie chez une femme hypertendue, ou quand la grossesse fait majorer l'hypertension artérielle chez une femme déjà connue pour hypertension artérielle. Donc là, c'est les 2 principales classifications. Donc la classification des gynécologues américains et la classification de la Société internationale d'hypertension artérielle. Est-ce que vous avez des questions concernant la classification? Des questions concernant la classification de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse? Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Oui, on vous entend. Donc, les complications de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse. Donc, il y a des complications maternelles et des complications fœtales. Les complications maternelles sont surtout dominées par l'éclampsie. C'est une complication à guetter, c'est une complication à craindre. Donc, il y a des signes qui annoncent la survenue de l'éclampsie. Donc, il y a des prodromes. Donc, quand vous constatez chez une femme enceinte hypertendue qu'elle présente des céphalées en casque, des troubles visuels ou auditifs, surtout des douleurs abdominales intenses, nausées, vomissements, des réflexes ostéotendineux vifs, là, il faut craindre la survenue d'éclampsie. Donc là, l'indication d'évacuation utérine s'impose en urgence. La deuxième complication maternelle qu'il faut éviter, c'est le HELP syndrome. Donc, qui est associé à une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie, donc diminution des taux de plaquettes. Donc, anémie hémolytique avec LDH élevé, une cytolyse hépatique avec des enzymes hépatiques élevées et une thrombopénie. Troisième complication qu'il faut craindre, c'est qu'il faut guetter, donc c'est l'hématome rétroplacentaire. Ces hématomes rétroplacentaires peuvent entraîner des hémorragies de la délivrance graves et qui peuvent se compliquer de choc hémorragique et d'insuffisance rénale, ou ce qu'on appelle le rein de choc. Concernant le traitement donc, il comporte 2 volets, le traitement non médicamenteux et le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux repose essentiellement sur le repos en décubitus latéral gauche. Pourquoi le décubitus latéral gauche? Pour éviter la compression des gros vaisseaux par l'utérus gravidique, surtout pour éviter la compression de l'aorte abdominale par l'utérus gravidique. Donc, il faut toujours conseiller à la femme enceinte hypertendue de se reposer, de se mettre en décubitus latéral gauche. J'insiste sur le régime normosodé. C'est très important. Pas de prescription de régime hyposodé chez la femme enceinte. Le régime hyposodé chez la femme enceinte est à proscrire. Donc, toujours, il faut conseiller à la femme enceinte hypertendue un régime normosodé. Pourquoi? Pour éviter l'aggravation de l'ischémie hétéroplacentaire. Donc, toujours un régime normosodé. Donc, si
ces mesures-là s'avèrent inefficaces, donc on est obligé de traiter l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Le traitement médicamenteux. Donc, les règles d'or pour le traitement d'hypertension artérielle chez la femme enceinte, donc, essentiellement, il faut abaisser progressivement les chiffres tensionnels chez la femme enceinte. Donc, on a vu que l'hypertension artérielle est un moyen de défense, ce n'est pas une cause de la prééclampsie, mais c'est un moyen de défense contre l'ischémie hétéroplacentaire. C'est la raison pour laquelle il faut abaisser progressivement les chiffres tensionnels chez la femme enceinte. La monothérapie est de règle. D'accord. Donc, les dernières recommandations préconisent donc de traiter les femmes qui ont une pression artérielle supérieure à 150 mm de mercure pour la systolique et 90 mm du mercure, 99 mm du mercure pour la diastolique. Entre 140 et 150, donc là, il faut surveiller. Donc, il y a des médicaments qui sont des médicaments antihypertenseurs qui sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Essentiellement, les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc que ce soit les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les sartans. Donc, les EUC sont contre-indiqués parce qu'ils entraînent des malformations fœtales, essentiellement de la génésie rénale. Deuxième classe thérapeutique des hypertenseurs qui est contre-indiquée, c'est les diurétiques parce qu'ils aggravent l'hypovolémie. Donc, ça risque d'aggraver l'ischémie hétéroplacentaire. Donc, pas de diurétique chez la femme enceinte et pas des EEC ou des ARA2 chez la femme enceinte. Ce qu'il faut utiliser chez la femme enceinte en première intention, c'est les bloqueurs du système, les bloqueurs centraux, les inhibiteurs centraux. À leur tête, l'alpha-méthyldopa, commercialisé sous le nom d'Aldomet. En deuxième ligne, donc, c'est les inhibiteurs classiques. Donc, on a soit l'anicardipine, soit l'amlodipine. Et en troisième position, en dernière position, c'est les bêta-bloqueurs. Les bêta-bloqueurs sont à utiliser avec précaution parce qu'ils peuvent entraîner une bradycardie fœtale. Le traitement préventif repose essentiellement sur la prescription de l'aspirine. Pourquoi l'aspirine? Parce qu'elle interfère avec la sécrétion ou l'excrétion des prostaglandines. Donc, elle favorise la sécrétion des prostaglandines vasodilatatrices. Donc, il faut faire attention, il faut arrêter l'aspirine à la 35e semaine d'aménorrhée pour éviter le risque hémorragique. Le seul traitement curatif reste la délivrance. Donc, le seul traitement de l'hypertension artérielle, c'est la délivrance. Et donc, bien sûr, 3 mois après l'accouchement, on fait le point. Si la patiente présente toujours une protéinurie ou il y a persistance de l'hypertension artérielle, il faut la confier à un néphrologue pour faire le bilan, pour faire le diagnostic final et peut-être pour pratiquer une biopsie rénale. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc, je vais passer au deuxième chapitre, c'est les infections urinaires chez la femme enceinte. Donc, les infections urinaires chez la femme enceinte sont fréquentes. Donc, il y a des facteurs qui favorisent la survenue des infections urinaires chez la femme enceinte. Bien sûr, en première position, il y a des facteurs mécaniques, essentiellement la compression de l'utérus gravidique, la compression des voies urinaires par l'utérus gravidique, essentiellement à droite, et le reflux vésico-urétéral favorisé par l'étirement des urétères. Il y a la progestérone qui inhibe le péristaltisme des voies urinaires. Ces deux facteurs vont contribuer à la stase urinaire et vont favoriser la survenue d'infections urinaires chez la femme enceinte. Les estrogènes qui vont diminuer le péristaltisme urétéral, la glycosurie physiologique, la glycosurie normoglycémique, qui va favoriser la pullulation microbienne et donc il va favoriser la survenue d'infections urinaires chez la femme enceinte. Donc, plusieurs tableaux d'infections urinaires chez la femme enceinte. Il y a ce qu'on appelle la bactériurie asymptomatique, la cystite gravidique
où les symptômes peuvent être confondus avec les troubles urinaires de la grossesse. Donc, toujours, il faut faire, il faut pratiquer une chimie des urines chez la femme enceinte, une modelette urinaire chez la femme enceinte. Elle fait partie de l'examen clinique à la recherche d'infections urinaires, justement pour éviter la survenue des pyélonéphrite aiguë au cours de la grossesse, qui reste fréquent chez la femme enceinte, donc qui nécessite une hospitalisation et le traitement par voie intraveineuse. Pourquoi il faut traiter les infections urinaires? Justement pour éviter des complications essentiellement maternelles dominées par les septicémies et des pyélonéphrites gravido-toxiques. Il y a des complications fœtales essentiellement de l'accouchement prématuré, des infections postnatales. Le traitement, donc il faut toujours traiter, il faut traiter les cystites bactériennes pendant 10 jours pour éviter le passage à la pyélonéphrite aiguë. La pyélonéphrite aiguë nécessite une hospitalisation au milieu hospitalier et le démarrage d'un traitement par voie intraveineuse. Il y a certains antibiotiques qui sont contre-indiqués chez la femme enceinte, essentiellement les quinolones. Les aminosides sont indiqués en cas de syndrome septicémique grave et donc ils sont conseillés pendant une courte période. Et merci, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que la qualité de la connexion n'était pas bien, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Professeur, j'ai deux questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, professeur. Oui, vas-y, vas-y. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la partie en fait des hormones vasoactives, de 1. Et Oui. c'est quoi le rôle d'oestrogène dans les infections chez la femme enceinte? Et Bon, merci. je vais commencer par répondre à la deuxième question. Donc, les oestrogènes. Les oestrogènes, ils entraînent une diminution du péristaltisme urétéral. Une diminution du péristaltisme urétéral, donc une hypotonie des voies excrétrices qui va favoriser la stase urinaire. La stase urinaire est un facteur de survenue des infections urinaires chez la femme enceinte. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui, c'est clair, merci. donc, les oestrogènes entraînent une diminution du péristaltisme des voies urinaires, ce qui va contribuer au développement d'une stase urinaire et c'est un facteur de survenue d'infections urinaires chez la femme enceinte. Votre première question, c'était quoi? Eh ben, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le rôle des hormones vasoactives parce que ça s'était coupé en fait. D'accord, il y avait un problème de connexion. Concernant les Oui, hormones exact. vasoactives, donc il y a deux types. Il y a les prostaglandines. Les prostaglandines, il y a les prostaglandines vasodilatatrices et les prostaglandines vasoconstrictrices. Au cours de la grossesse normale, c'est le versant vasodilatateur qui va prédominer. Donc, il y a une hypersécrétion des hormones vasodilatatrices. Des hormones vasodilatatrices qui va contribuer à la diminution des chiffres tensionnels. Donc, au cours de la grossesse normale, il y a une hypersécrétion, l'augmentation de la production des prostaglandines vasodilatatrices, essentiellement les prostaglandines I2, qui ont un rôle majeur qui sont connus pour leur effet vasodilatateur. Donc, ce qui va entraîner une diminution des chiffres tensionnels. Au cours de la grossesse, au cours de l'hypertension artérielle, c'est le versant vasoconstricteur qui prédomine. Il y a une hypersécrétion du thromboxane A2 et hypersécrétion de l'angiotensine 2. Et les vaisseaux sanguins vont rester sensibles aux hormones vasoconstrictrices. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, merci beaucoup. D'autres questions? D'autres questions? Donc, deuxième session, c'est à 14h30. Et on va voir ensemble l'hypertension artérielle et maladie rénale. D'accord? Hypertension artérielle et maladie rénale.
Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine session, Inch'Allah.